C'est maintenant l'heure pour la chronique Voyage au cœur de l'histoire avec Jean-Philippe Croteau. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, en pleine forme. Et c'est notre dernière chronique ensemble, toi puis moi. Ben oui, on va essayer de pas être trop protocolaire. Mais est-ce que c'est la dernière fois qu'on va avoir ta chronique ou continue? Non, est-ce que tu continues? ça va continuer. Ah, génial! Donc, à partir d'avril, c'est oui. avec un nouvel Christian. animateur. Voilà, oui, c'est avec Christian Dubié puis James Olivier. Autant mieux, bien contente. Eh bien, profitons pour toi puis moi ici. Tu voulais nous proposer pour ce mois de mars Michael Collins, le révolutionnaire irlandais. D'abord, pourquoi voulais-tu partager son histoire? Ben, on est encore un petit peu en retard, mais il y a eu la Saint-Patrick, oui. qui est la fête nationale des Irlandais. Donc, j'ai pensé que ça serait bon d'avoir un petit clin d'œil envers une figure qui est très controversée, même en Irlande. Pour les uns, c'est un héros. Pour les autres, c'est un traître. Donc, essayons de voir un peu ce qu'il en est là à travers la vie. C'est une vie passionnante. Hein? C'est un destin hors du commun. C'est un des pères de l'indépendance irlandaise. Il va mourir seulement à 32 ans. Donc, une vie très courte, mais très remplie. D'accord. Ben rentrons tout de suite dans c'était qui Michael Collins, pour ceux qui l'a pas connu ou l'a pas étudié. Ben ceux qui sont des fans de Liam Neeson ont probablement vu son film, le film Michael Collins. Donc Michael Collins est né dans le comté de Cork, dans un petit village qui est très intéressant à visiter, qui s'appelle Clonakilty. Il y a deux attractions principales à Clonakilty. Il y a le musée de Michael Collins et le musée du Boudin Noir. Donc, ceux qui sont des fans du Boudin Noir, c'est à Clonakilty que ça se passe. OK. Et donc, il est né là, il vient d'une famille très nationaliste irlandaise, très républicaine. Quand il va avoir environ 15 ans, il va aller à Londres et là, il va se trouver des petits boulots là comme guichetier à la poste puis commis d'argent de change. Et ça l'amène à s'intéresser à la finance et à l'administration. Donc ça va faire un révolutionnaire très pragmatique, très réaliste. Ouais. Et donc, ce qui va lui être reproché aussi, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas l'idéal, mais ce qui est possible. Et donc, et dans ses temps libres, ben, il se prépare à manier des armes à feu parce que c'est un révolutionnaire et il se prépare pour le grand jour. Et en 1916, il sent qu'il y a des choses qui se passent, donc il retourne à Dublin parce qu'il y a un soulèvement qui se prépare et il veut être dans l'action. Ben, voilà. Alors, parlons un petit peu de la situation en Irlande au temps de Michael Collins. Oui, donc souvent c'est pas très connu, mais bon, l'Irlande est la première colonie britannique. Elle est conquise à partir du 12e siècle jusqu'au 17e siècle. Mais les ancêtres des Irlandais, les Gaéliques, résistent à l'envahisseur anglais. Ils ne veulent pas se convertir au protestantisme. Ils restent catholiques. Donc, l'Angleterre va être très dure. Elle va établir un système de plantation, c'est-à-dire elle expulse les familles irlandaises des terres et les terres sont redistribuées à ce qu'on appelle des planters qui vont devenir majoritaires dans le nord-est de l'île qu'on appelle l'Ulster. Okay. Donc l'Ulster, à l'époque de Michael Collins, c'est peut-être 2 tiers protestants, 1 tiers catholique. Et donc, il y a toute une domination politique qui se fait. Les catholiques n'ont pas le droit de politique jusqu'en 1829. Et donc, il y a énormément de discrimination politique. Donc, ça crée une situation assez explosive sur le plan politique. Mais parlons justement les grands débats politiques pendant son temps, parce que c'est sûrement ça qui a aussi suscité prendre de l'action, là. Exactement. Donc, il y a une question qui est la redistribution des terres. On n'en parlera pas parce que, bon, c'est un autre débat, mais ce qui est le grand débat, c'est l'Home Rule. Donc, il y a des nationalistes irlandais qui sont prêts à faire partie de l'Empire britannique, mais ils veulent que l'Irlande ait une autonomie. Un peu comme la Confédération avec les provinces qu'il y a eu au Canada. Mais il y a les protestants de l'Ulster qui veulent pas se retrouver dans une province irlandaise où ils seraient une minorité et ils bloquent à peu près tous les projets. Parce que Londres était prêt à accorder l'autonomie à l'Irlande. Et il y a des Irlandais nationalistes frustrés qui en ont assez de voir échec après échec de ne pas se réaliser le projet d'autonomie. Et eux, ils réclament l'indépendance. Et donc, Michael Collins va être un militant de ce qu'on a appelé le Irish
Oui, c'est ça. De Irish Brotherhood. J'ai le vrai terme, c'est, je vais le trouver. Irish Republican Brotherhood, qui est l'ancêtre de l'IRA, qui est l'Irish Republican Army. Et c'est un groupe nationaliste qui est prêt à prendre les armes. Et en 1916, il y a une crise de la conscription. Les Britanniques veulent forcer les Irlandais à s'engager de force dans l'armée parce que c'est la Première Guerre mondiale. Et l'organisation va préparer un soulèvement. D'accord. Maintenant, dans l'histoire, on parle d'un Easter Rising. Parlons un petit peu de c'était quoi. Voilà. Donc, c'est le Irish Republican Brotherhood qui décide de préparer un soulèvement. Mm-hmm. Ils profitent que à peu près toutes les troupes britanniques sont en Europe et ils décident armés de s'emparer du bureau de poste, qui est le centre administratif de Dublin. Et ils commettent une grave erreur, ils pensent que le peuple va se soulever avec eux, mais le peuple se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Et là, la Grande-Bretagne envoie 22 000 soldats et ils vont bombarder tout le quartier de la poste. Ils vont procéder à 3000 arrestations et ils vont exécuter 16 chefs du soulèvement. Donc, ça va horrifier les Irlandais, ça va retourner l'opinion publique des Irlandais contre la Grande-Bretagne parce que la répression est vraiment cruelle. Il y a 2 personnes qui sont épargnées, qui sont importantes. Il y a Eamon de Valera, qui va devenir la tête politique du mouvement indépendantiste irlandais, qui a été épargné parce qu'il y avait la citoyenneté américaine, les États-Unis ont fait des pressions. Et il y a un nobody qui est en prison, qui est Michael Collins, qui va être libéré parce qu'il n'est pas encore assez important, mais lui, il va jouer un rôle central. Ben oui. Donc, parlons justement les leçons que Michael Collins tire du Easter Rising. Donc, Michael Collins, c'est un pragmatique qui se rend bien compte que les insurgés irlandais avaient aucune chance contre l'armée britannique. C'est le plus grand empire au monde avec une armée extrêmement aguerrie. Donc, il faut jouer selon différentes méthodes et finalement, c'est la guérilla. Donc, il va réorganiser vraiment il va créer l'armée républicaine irlandaise. Donc, il va créer des réseaux de contrebande pour approvisionner les rebelles en armes. Il va créer des services de renseignement qui vont infiltrer la police et l'armée irlandaise. Il va créer un genre d'administration parallèle pour lever des fonds, pour financer l'armée républicaine irlandaise qui est clandestine. Et à partir de 1919, il se lance vraiment dans la guerre. Il fait sauter des bombes, il fait exécuter les chefs de la police britannique et de l'armée britannique. Et ça se fait clandestinement, puis il est vraiment insaisissable, tout ça. D'accord. Donc, on commence à apprendre de lui, là, certainement. Donc, que se passe-t-il pendant la guerre d'indépendance d'Irlande? Ben, là, la Grande-Bretagne réagit. Elle envoie une milice particulière, un corps d'armée particulier qui était tout habillé en noir, qu'on appelait les Black and Tans, qui vont faire une répression extrêmement cruelle, exécution sommaire, arrestation, torture. Et il essaie de s'emparer de Michael Collins, mais il se déplace en vélo surtout, donc il est insaisissable. Et le grand exploit de Michael Collins, ça va être de faire exécuter 12 chefs du Black and Tans en une seule nuit. Donc là, le Black and Tans veut avoir sa peau, mais il est insaisissable. Puis une des anecdotes qui est drôle, c'est qu'il prend le train, mais le Black and Tans a été informé qu'elle allait débarquer à la gare. Et là, ils vont à la gare pour le saisir. Mais Michael Collins, qui était fatigué, s'est endormi pendant le trajet et il est passé tout droit et il a arrêté dans une autre gare. Et c'est comme ça qu'il a survécu. Donc, il y a une chance incroyable. Et sa tête a été mise à prix pour 10 000 livres. Donc, ils n'étaient même pas rentrés sur le train pour essayer de le trouver. Ils pensaient il l'attendait, il savait qu'elle allait débarquer, puis donc puis le train passait tout droit, puis après ça, il s'est enfui. C'est comme ça que ça. Donc, quelqu'un chance. C'est un stratège parce qu'il va beaucoup inspirer des révolutionnaires, mais un gars aussi qui a incroyablement de la chance.
Ouais, d'accord. Parlons justement des conditions du traité anglo-irlandais de 1921. Donc, à partir de 1921, l'opinion publique britannique en a marre de la guerre parce que, bon, ils ont passé à travers la Première Guerre mondiale et là, c'est un bourbier en Irlande. Ils sentent que ça va durer longtemps. Et il y a des pressions des États-Unis. Il y a des millions de descendants d'immigrants irlandais aux États-Unis qui se mobilisent, qui font des pressions sur la Grande-Bretagne, et la Grande-Bretagne est réunie, elle a besoin d'emprunter aux États-Unis, donc ça devient un peu délicat. Donc la Grande-Bretagne décide de négocier avec ce qui est devenu l'IRA, c'est Irish Republican Army, et Eamon de Valera, c'est le chef politique, mais il envoie comme négociateur Michael Collins. Mais les Irlandais ne sont pas en position de force, leur mouvement reste encore assez faible. C'est les Britanniques qui vont pouvoir imposer leurs conditions. Donc les conditions, ça va être que l'Irlande fasse partie du Commonwealth. Donc ça va devenir un État autonome, mais qui fait partie de l'Empire britannique. Il va y avoir aussi la partition. On divise l'Irlande en deux. Donc, il y a l'Ulster, qui est à majorité protestante, qui est rattaché à la Grande-Bretagne, avec une minorité catholique. Et le reste de l'Irlande devient un État autonome. Et Michael Collins, à l'hôtel, pendant qu'il négocie, il va s'instruire sur le droit constitutionnel et il se rend compte que les États autonomes, comme le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, dans le Commonwealth, vont avoir assez d'autonomie pour se diriger vers l'indépendance. Et à ce niveau-là, il était visionnaire. Il a compris qu'il y aurait une autonomie graduelle qui se ferait. Et donc, il accepte le traité parce que, comme il disait, il faut avoir la liberté d'obtenir la liberté. Et donc, il croyait que l'Irlande deviendrait indépendante graduellement. Et il a eu raison. Ben oui, c'est ça. Ici, c'est toujours le premier pas pour se rendre voilà. au grand... C'est un pragmatique, étape par étape. Exact. Est-ce que les autres l'ont vu comme ça aussi? Quelle a été un petit peu la réaction des autres par rapport au traité? Non, pas du tout, parce que c'est vu comme de la trahison. Premièrement, la partition. On divise l'Irlande séparer l'île en deux. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est vu comme un recul. Et le fait que l'Irlande fait toujours partie de l'Empire britannique, parce que pour être élu au Parlement, il faut prêter serment d'allégeance au roi comme ou à la reine. Comme on le fait ici au Canada. Oui, voilà. Donc, c'est complètement inacceptable. Et Eamon de Valera va rompre avec son ancien camarade Michael Collins et il lance un appel aux armes. Il faut rejeter le traité par la force si nécessaire. Et Michael Collins est nommé commandant en chef et c'est lui qui est chargé de la répression. Et donc, là, il va y avoir une guerre civile qui va faire 4000 morts entre ceux qui acceptent le traité, comme Michael Collins, et ceux qui le rejettent. Ouf. Et Michael Collins va essayer d'aller voir ses anciens partisans dans son comté, Cork, qui était très nationaliste, pour essayer de calmer les choses. Et il va être abattu par des tireurs embusqués. Il avait 32 ans. Wow! Alors, c'était un piège dès le début pour lui. Et les gens, peut-être qu'ils savaient qu'il s'en venait. Oui, en fait, oui, ils savaient qu'il s'en venait. Et en fait, ce qui est arrivé, on le voit bien dans le film, il est comme dans une patrouille, il est dans une voiture, puis on a mis des abattis d'arbres pour bloquer. Il va sortir de la voiture pour voir qu'est-ce qui se passe. Et il y a des gens dans les montagnes, c'est très montagneux, l'Irlande, qui sont embusqués, qui vont l'abattre. Il aurait pas dû sortir de la voiture, mais c'était quelqu'un, c'est un révolutionnaire, c'est un combattant, il est audacieux. Puis, pensant qu'il serait capable aussi de raisonner avec eux. Puis oui, voilà. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà, il a été tué là. D'accord. Ben parlons un petit peu de son héritage parce que il a quand même été reconnu pour des grandes choses là. Oui. Puis il y a eu des obsèques monstres, puis ça reste quand même une figure importante en Irlande. Il y a un héritage qui est positif. Il a eu raison. L'Irlande va acquérir son indépendance en 1937. Et elle se retire du Commonwealth en 1949. Et celui qui va profiter de ça, c'est Eamon de Valera, son rival, qui va régner sur l'Irlande de 1932 à 1973, pendant 40 ans. Wow. Mais Michael Collins avait bien vu que, en faisant partie du Commonwealth, en obtenant l'autonomie, l'Irlande serait indépendante. Là où ça a été moins brillant, c'est que l'Irlande a été divisée en deux. Elle l'est encore. Et dans l'Ulster, il va y avoir une minorité
catholiques dont les droits vont être brimés. Et dans les années 60, ça va mener à une guerre civile qui va durer 30 ans, qui va être réglée avec... en 1998, il va y avoir un genre de traité de cessez-le-feu, mais ça va faire 3500 morts. Ça va être une guerre interreligieuse entre Irlandais, protestants et catholiques qui va être assez terrible. Et donc, à ce niveau-là, c'est peut-être un héritage moins brillant pour Michael Collins. Et on lui a reproché d'avoir abandonné les catholiques de l'Ulster. Ouais. Et donc, pour certains, c'est un traître. Même si c'était majoritairement protestant. Oui, c'était environ les 2 tiers. J'imagine d'accord de faire partie du Royaume-Uni ou non, les catholiques. Mais pas les catholiques, mais les protestants. Oui, les protestants, eux, ne voulaient rien savoir d'être attachés à l'Irlande. Ils voulaient vraiment continuer à faire partie de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a dit, on abandonne l'Irlande, mais pas question qu'on abandonne l'Ulster. Donc, la seule possibilité, c'est qu'on sépare l'Irlande en 2. La partie qui fait majoritairement protestante continue de faire partie du Royaume-Uni et l'Irlande catholique, elle, pourra devenir indépendante. Voilà. Donc, mais pour le principe, pour les révolutionnaires irlandais, on ne pouvait pas couper l'Irlande en 2. Et c'est pour ça que Michael Collins est mort. C'est ça. C'est ce qui a causé sa mort. C'est ça. Donc, quelle est la revanche de Michael Collins? Il y en a plusieurs. L'une d'entre elles, c'est que l'Irlande aujourd'hui est peut-être le pays le plus prospère de l'Union européenne. C'est un pays qui est vraiment moderne, tout ça. La seconde, c'est qu'il y a eu le Brexit. Et donc, la Grande-Bretagne s'est retirée de l'Union européenne. Il y a eu un référendum. Mais l'Irlande du Nord, elle avait voté non au Brexit. Mais comme elle fait partie de la Grande-Bretagne, elle se retrouve à l'extérieur de l'Union européenne. Et l'économie de l'Irlande du Nord est pas très riche. Donc, elle a avantage à s'intégrer à l'Union européenne. Et une des façons de retourner dans l'Union européenne, ça serait de s'unifier à l'Irlande, à la République d'Irlande. Et donc là, le débat sur la réunification de l'Irlande est paradoxalement relancé. D'autant plus que les catholiques, en raison d'un taux de natalité plus élevé, maintenant sont plus nombreux que les protestants. Et donc, qu'est-ce qui va arriver si les catholiques sont plus nombreux que les protestants? Est-ce que ça va amener une réunification de l'Irlande? On n'est pas encore rendu là, mais ça devient une possibilité. Et donc, peut-être que finalement, Michael Collins a eu raison de ratifier le traité. En étant très patient, ça aura pris 1 siècle, mais peut-être qu'un jour, l'Irlande sera unie. Ça reste à voir. Moi, je suis curieuse de savoir s'il y a encore un peu une tension présente aujourd'hui entre l'Irlande du Nord puis le reste. Ou si, en ce moment, comme tu le dis, c'est très prospère. Il y a des tensions en Irlande du Nord, entre catholiques et protestants encore aujourd'hui, puisque ça a été un conflit meurtrier. Et moi, je suis allé en Irlande, puis j'ai vu que les Irlandais avaient tourné la page. Leur pays est riche, prospère, et ils ont comme un peu abandonné l'idée de la réunification, même que il y a certains Irlandais qui considèrent que l'unification, l'Irlande du Nord serait peut-être un fardeau économique pour la République d'Irlande, dont sont pas très chauds à l'idée. Mais en même temps, on voit qu'ils ont un petit rire sadique en voulant dire « ils veulent retourner dans l'Union européenne, donc ils seraient prêts à revenir avec nous. » Donc, mais je pense qu'ils ont tourné la page pour la plupart des Irlandais. Ouais, d'accord. Hey, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Et on a une chanson. Donc, qui est ma préférée du folklore irlandais, qui est du groupe Irish Rovers, qui est de Orange and the Green. Donc, l'orange, c'est la couleur des protestants. Le vert, c'est la couleur des catholiques. Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme dont le père était protestant, la mère était était catholique, si je m'abuse. Oui. Et il raconte son enfance où il était très mélangé. Il était tiré entre les deux. Et les deux parents voulaient préserver la culture. Ça amenait plein de contradictions. Donc, ça parle de la guerre civile en Irlande, en Ulster, mais avec beaucoup d'humour. Voilà. Allons écouter ça avec, The Irish Rovers, The Orange and the Green. Jean-Philippe Croteau, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.